management à proprement parler, c'est de passer du savoir-faire au savoir-être. C'est-à-dire que l'essence du management aujourd'hui n'est plus tant dans l'expertise. On devient souvent manager parce qu'on a une expertise. On a une expertise dans le métier dans lequel on bosse. Alors, ça commence à changer, ça, mais... Et on va piloter des gens qui ont un peu moins d'expertise. Ben ça, c'est en ce moment quelque chose qui est en train de glisser, où le manager va devenir expert manager. Il aura toujours un fond technique, mais il va manager des gens qui vont avoir tellement plus de compétences que lui, qu'il sera obligé de lâcher prise sur « je contrôle ». Et ça, c'est une tendance qui est en train de se marquer. Alors, sur les 6... j'en ai pris que 6, hein, parce qu'une demi-heure, c'est un peu court, et je suis à plus de la moitié. Tout va bien. Ça va. Et donc, les 6 challenges de management à venir, il y en a d'autres. Un des premiers, c'est repenser le management. Repenser le management, le paradoxe, si c'en est un, c'est que c'est le management qui doit se repenser lui-même. Donc, si vous n'êtes pas dirigeant, si vous n'êtes pas CEO, si vous n'êtes pas dans le top management de votre structure, il est peu probable que si vous êtes en middle management, que c'est vous qui décidiez de repenser le management. Donc ça, c'est un prérequis. C'est que ça, dans la mesure où on est encore dans des modèles top-down de commandement, et il s'agit que ça vienne de la tête. Que c'est vraiment la tête qui décide de piloter cette modification substantielle de l'organisation du management. Parmi les choses, je pense, qui sont assez déterminantes, on peut citer souvent des très grands groupes, Tesla, GE, et je m'aperçois que ça, c'est souvent pris en exemple, sauf que ça ne parle pas à peu près les 2/3 des entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des salariés qui sont dans les grands groupes, et puis les 2/3 qui sont plutôt dans les petites structures, un petit peu version artisanat, et ils ne peuvent pas se comparer à des grands groupes. Donc là, j'ai repéré que les grands groupes, a priori, sont assez représentés. Je ne sais pas quel niveau de responsabilité vous avez et de décision. Il y a des dirigeants de grands groupes, à plus de 500 personnes, on va dire, ici. Est-ce qu'il y a des dirigeants? Donc vous, à votre échelle, vous pourriez être amené à décider de changer votre organisation, si ce n'est pas déjà fait. Le deuxième challenge, c'est être proactif vis-à-vis de la 4e révolution industrielle. Alors, la proactivité par rapport à cette 4e révolution industrielle, je me suis posé pas mal de questions à savoir si j'allais partager avec vous quels étaient ces enjeux. Vous savez pourquoi on parle de la 4e? Pour être à la 3e, logiquement. Alors ça, c'est des débats de spécialistes. C'est que la 3e révolution industrielle, pour certains, c'est Internet. En soi, Internet a déjà révolutionné le monde. Et pour d'autres, c'est simplement une continuation. Donc, la robotique, les nanotechnologies, le blockchain, tout ça, c'est le même courant. Personnellement, je pense qu'effectivement, on a vécu une 3e révolution industrielle rien qu'avec l'arrivée d'Internet. Parce qu'on a été du jour au lendemain connecté à la plus grande bibliothèque du monde. Et donc avec une ouverture incroyable. Aujourd'hui, à peu près 2,5 milliards de personnes sont connectées à Internet. Dans moins de 3 ans, on pense qu'on va arriver à 5 milliards de personnes connectées à Internet. Ça rapproche tout, ça change tout. Donc, proactif vis-à-vis de la 4e révolution, j'ai récemment lu un article très intéressant qui disait que 50% des TPE-PME n'avaient pas de site Internet. Alors déjà, en soi, c'est assez impressionnant. Mais alors quand on creuse un peu plus, on s'aperçoit que dans ces 50%, il y en a 30% qui ne le font pas parce qu'ils trouvent que ce n'est pas pertinent par rapport à leur business. Et là, on voit le décalage total d'une grande partie de l'économie
par rapport à ce qui est en train de se jouer. Parmi les choses, en termes de timing, j'ai aucune idée. Je suis en freelance là. 14. Ouais. Je suis censé avoir fini là. C'est pas grave. Donc, la dimension de la 4e révolution industrielle, il y a un vrai raz-de-marée qui est en train de se passer au niveau technologique. On a tous entendu parler du blockchain, par exemple. Aujourd'hui, si vous êtes dans le métier de la banque, si vous êtes dans les métiers de l'assurance, ça va complètement révolutionner le modèle. Mais quand je dis complètement, ces modèles seront complètement transformés. Une des choses aussi qui va arriver, c'est évidemment, comme vous le savez, peut-être, c'est que 47% des métiers actuels risquent fortement d'être automatisables avant 2035. Alors ça, c'est une étude d'Oxford qui a été faite où ils ont pris 700 métiers. Alors ça va du conducteur routier au manager, au chirurgien. Et ils ont mis les tâches qui correspondaient à ces métiers. Et ils se sont dit, bon voilà, cette étude a été faite en 2013. On considère une évolution normale des technologies. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces métiers? 47% des métiers vont disparaître en 2035. Et en parallèle, il y a un think tank californien, Dell, l'Institut du Futur, qui dit 85% des métiers de 2035 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, quel sera le solde net entre les deux? Personne ne le sait. C'est que des estimations. Par contre, tous les spécialistes disent que ça va aller beaucoup plus vite qu'on le croit. Donc ça, une chose est sûre, c'est dégradation d'emploi, on ne sait pas, c'est pas le sujet. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que les compétences qui vont être liées au travail de demain ne seront plus du tout comparables à celles d'aujourd'hui. Si vous voyez par exemple la Socamen 3, pour ceux qui sont locales, c'est un entrepôt qui utilise à peu près 300 personnes de moins que ce dont ils ont besoin pour le même volume de préparation de commandes. Les 20 personnes qui sont là au quotidien à gérer ça, ils n'ont absolument plus du tout les mêmes compétences que ceux qui étaient en train de préparer leurs commandes. Donc il va y avoir une évolution hyper rapide des compétences et ça va nécessiter à la fois des compétences techniques et des compétences managériales. Alors qu'encore hier, j'accompagnais une équipe dans sa réflexion sur la prévention des risques. Et en échangeant avec eux, ils disaient « mais ouais, mais il y a des gens de terrain, ils savent mal écrire et à peine lire. » Donc ces gens-là, demain, comment on va les amener à pouvoir être capables de s'adapter au marché de l'emploi? Donc ça, c'est un troisième challenge très important du management de demain. Revisiter votre modèle économique, ça c'est évident, mais ça va mieux en se disant plutôt, comme je disais, je parlais tout à l'heure des blockchains. Tout le monde a entendu parler, j'imagine, un petit peu. Enfin, pour les experts, le blockchain, c'est DAO. C'est l'acrostiche anglais pour dire des organisations autonomes décentralisées. C'est-à-dire que de plus en plus, avec toutes les technologies qui sont en train d'arriver, l'intelligence artificielle, vous savez, 2017, ça va être une année probablement à marquer d'une croix blanche pour l'humanité. Cette année, Google Brain, l'intelligence artificielle de Google, a créé sa propre intelligence artificielle. C'est-à-dire que les IA se clonent elles-mêmes. Alors ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle a dépassé celle de l'homme aujourd'hui dans tous les secteurs, mais elle est capable aujourd'hui d'apprendre les échecs en 4 heures et d'être capable de battre les meilleurs joueurs du monde. Donc là, il va y avoir aussi un très gros challenge en termes d'interface homme-machine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Amelia, IPsoft, non? Vous allez en entendre parler, j'en suis quasi sûr. C'est une interface intelligence artificielle qui est capable, par le son de la voix, de reconnaître l'émotion de la personne. Si elle est en colère,
si elle est en triste, etc. Et elle adapte sa réponse en fonction de ça. Aujourd'hui, c'est des banques, des traders suisses qui l'ont acheté. Il y a également Audi qui a investi dans cette interface. Donc vous appelez Amelia, elle parle de toutes les langues, enfin il suffit de la programmer. Elle est capable de parler à 10 000 personnes en même temps. Elle ne se fatigue pas, elle ne revendique rien. Et elle n'est probablement pas syndiquée, enfin pas encore en tout cas. Donc ça, c'est ce qui nous attend, pas demain, c'est aujourd'hui. Il y a un feuilleton là-dessus, sur Neumann. Ah mais après, et donc aujourd'hui, l'interface homme-machine, c'est aussi un challenge très important du management de demain. Pas que dans la production, dans le service. Intégrer la génération Z. Vous savez pourquoi on parle de la génération Z? Pardon? Oui, alors, pourquoi Y alors? Pourquoi Y? Ouais, le why, c'est le sens, c'est le pourquoi. Alors effectivement, mais en fait, à la base, Z, c'est pour horizontal. C'est-à-dire que la génération Z, elle est homo numericus, hein, elle est née sous Internet. C'est ceux qui sont nés après 95. Ils vont arriver sur le marché, là, dans quelques années. Ils y sont, pour certains, ils y sont déjà. Donc, ils ont été, eux, élevés avec d'autres valeurs, d'autres critères. Ils ne sont plus du tout dans je te dis, je te respecte en tant qu'autorité. Donc, ils vont challenger l'autorité parce que c'est pas parce que tu as plein d'études, c'est pas parce que tu es mon patron que je vais avoir à te respecter. C'est parce que tu es entrepreneur, parce que tu m'écoutes et parce que tu me fais confiance. Et ça va également bousculer le mode de management. Et aujourd'hui, les grands groupes avec lesquels je bosse, ils savent à quel point il va être très difficile d'aspirer. Alors déjà, c'est cette génération Z de compétences. Hein. C'est Bac plus 5 et voilà, ça va être difficile de les aspirer et ça va être encore plus difficile de les garder. Donc là, surtout si on est encore dans des modèles qui sont encore assez verticaux, avec un pilotage, un commandement. On va arriver à un autre challenge, c'est la notion d'éthique. Les générations Z ne veulent pas perdre leur vie à la gagner. Et s'ils vont au travail, c'est parce qu'il y a du sens, parce qu'ils ont l'impression de contribuer à leur échelle à l'amélioration du monde. Et si vous êtes dans une entreprise où vous êtes dans une représentation marchande, il n'y a aucun problème. Sauf que si derrière vous ne portez pas certaines valeurs éthiques fortes, il est possible que vous démotiviez l'attractivité de cette jeune génération très compétente. Alors peu expérimentée, mais elle sera absolument adaptée aux challenges qui nous attendent. Je voudrais prendre qu'un seul exemple. Je ne sais pas qui a entendu parler de Veja. Les chaussures, Veja. Non, c'est normal. Ils font zéro pub. Ils sont partis de zéro il y a 10 ans. Ils font 18 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui en vendant des chaussures avec des composantes naturelles. Et ils ont comme promesse de respecter l'homme et la planète. C'est-à-dire que tout le budget qu'ils ne mettent pas dans leur publicité, ils le donnent aux producteurs. Ils savent exactement, ils sourcent exactement d'où viennent leurs produits. Alors, ils ont des organisations matricielles plutôt, je dirais, assez innovantes. Et on pourra en parler assez longtemps, mais ce n'est pas tant le sujet. Et déjà, ils ont vraiment cette dimension éthique très forte. Ils sont très créatifs sur la façon de faire parler d'eux. Alors, ils utilisent énormément les réseaux sociaux. On a tous entendu parler de Tesla, et personne n'a vu de pub Tesla, parce qu'ils n'en font pas. Mais pourtant, ils occupent tout l'espace. Enfin, ils sont très, très présents. Donc, voilà pour les 6 challenges à venir. Pour qui vous avez l'impression que vous êtes déjà là? Vous êtes déjà dans cette challenge? Au moins dans un? Au moins dans un. Dans les 6, non. Ok. Donc, petite conclusion. 5 minutes. Il me reste ça, c'est gentil. Pour moi, effectivement, on parle beaucoup d'entreprises libérées, on parle beaucoup d'agilité,
Dans mon expérience, c'est quand même très spécifique à certains modèles industriels, start-up, mais ce n'est pas la grande masse des entreprises en France. C'en est, hein, attention, il ne faut pas le négliger. La perception que j'ai, c'est qu'il ne s'agit pas de chercher à copier des modèles qui marchent dans certains environnements. Il s'agit de reprendre du bon sens, remettre très clairement l'homme au sein de l'organisation pour prendre du recul et de travailler ensemble à l'organisation de demain pour pouvoir à la fois être dans une représentation éthique du commerce et pouvoir attirer les nouvelles générations. Et je me suis posé la question, j'avais envie de mettre une citation en conclusion, et puis j'ai pas pu trancher, donc je vous en mets 2, tant pis, ça vous apprendra. Mieux vaut allumer une bougie que maudire l'obscurité, comme disait Saint-Exupéry. C'est-à-dire qu'on peut être inquiet de tout ce qui nous attend en termes de changement au niveau technologique, au niveau recrutement, enfin tous ces challenges, c'est quand même assez conséquent. Mais vous avez, en tant que dirigeant, en tant que manager, un vrai pouvoir d'éclairer l'organisation dans laquelle vous êtes. Parce que là, je n'ai pas pris le temps de parler de l'entrepreneurship, parce que c'est à l'intérieur, l'intrapreneurship, ouais, c'est un gros mot ça. C'est qu'à l'intérieur d'une entreprise, on peut avoir effectivement des équipes autonomes et qui peuvent être force de proposition. Mais ça c'est pareil, ça ne se décrète pas. Ça fait rire certaines personnes, ça vous parle ? Ouais. Et puis, les rêves d'une génération deviennent la réalité des suivantes. La question que j'ai envie de vous poser, c'est vous rêvez à quoi pour le management de demain ? Et qu'est-ce que vous avez envie de laisser à vos enfants ? Voilà, merci de votre attention. Merci.